Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle guerre civile, de Tigre Tamoul, de fin du terrorisme au Sri Lanka, de diaspora tamoul, etc. Chacun analyse à sa façon. À travers cette vidéo, le but c'est d'expliquer en quelques mots ce qui s'est passé réellement au Sri Lanka et ce qui est en train de se dérouler actuellement, notamment au Tamil Eelam. Tout d'abord, on va commencer par la signification du mot génocide et on verra par la suite pourquoi on parle de génocide des Tamouls au Sri Lanka. La définition du mot génocide, je cite, « extermination d'un groupe de personnes appartenant à un même groupe social, religion, ethnie, pays, etc. » Maintenant qu'on a une définition du mot génocide, on va voir pourquoi on parle de génocide des Tamouls. En 50 000 avant Jésus-Christ, un bout de territoire jusque-là collé au sud de l'Inde se détache et forme une île qui sera appelée Tamarai Parani. Dans l'épopée du Ramayana, on évoque ce détachement de terre. Plus concrètement, le pont de Rameswaram en Inde ne laisse aucun doute quant à l'existence de cet événement, puisque la configuration des lieux révèle qu'il y a eu séparation de deux étendues de terre à cet emplacement précis. À ce moment-là, l'île est peuplée par des Tamouls qui vivaient notamment dans le sud de l'Inde. L'arrivée des Singhalais en provenance du nord de l'Inde date de 543 avant Jésus-Christ avec le prince Vijayan. Il faut savoir que le prince Vijayan est de confession hindouiste. Or, d'après les chroniques traditionnelles, notamment le Dipavamsa, le bouddhisme a été importé sur l'île par le moine Mahinda au IIIe siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de Tisan qui était notamment le roi tamoul d'Anuradhapuram. Le moine Mahinda venait de l'actuelle province du nord-ouest de l'Inde et était également le fils de l'empereur Asoka. Alors pourquoi on parle de majorité singhalaise et de minorité de Tamouls ? Au IIIe siècle, deux conceptions du bouddhisme sont en conflit, le Theravada et le Mahayana. Le premier a été importé par le moine Mahinda, tandis que le second a été importé par le moine Sanghamittran, moine bouddhiste en provenance du Tamil Nadu. Cette conception du bouddhisme, qui était majoritairement sur l'île jusqu'au 8e siècle, n'est pas aussi structurée que ne l'était le Theravada à cette époque, qui bénéficiait d'un clergé et de l'appui du roi singhalais notamment. C'est ainsi qu'au XIIIe et XIVe siècle, les bouddhistes Mahayana furent chassés du pays. La plupart d'entre eux se sont donc réfugiés dans le sud de l'Inde. Quant à ceux qui sont restés, ils n'ont eu d'autre choix que de se convertir au Theravada. Autrement dit, les bouddhistes Mahayana tamouls ont dû se convertir au bouddhisme Theravada singhalais. Mais tous les bouddhistes tamouls ne se sont pas convertis au bouddhisme Theravada. Beaucoup d'entre eux se sont également convertis à l'hindouisme porté par les rois tamouls du nord de l'île. Or, ces rois tamouls hindouistes se sont mis à renier les tamouls qui s'étaient convertis au Theravada. Ainsi, l'exode des bouddhistes Mahayana vers le sud de l'Inde plus le reniement des rois tamouls hindouistes ont contribué à ce que ces tamouls finissent par devenir singhalais. Si l'on remonte l'arbre généalogique de certains singhalais, il est fort probable de retrouver un ancêtre tamoul bouddhiste. Ce métissage, qui est la base de la société singhalaise, se voit notamment au travers du mariage du prince Vijayan, qui malgré le fait qu'il soit singhalais hindouiste, s'est marié à une princesse tamoule. La présence européenne. Le Sri Lanka sera colonisé successivement par les Portugais en 1505, les Hollandais en 1603 et les Britanniques en 1795. En 1948, lors de l'indépendance, les Britanniques ont quitté l'île et pour semer la zizanie ont entièrement laissé le pouvoir aux seules mains des Singhalais. Et c'est là que les injustices à l'égard de la population tamoule vont se renforcer. Depuis, beaucoup de mouvements pacifiques se sont succédés afin de réclamer les mêmes droits que les Singhalais en droit. Et c'est suite à ces échecs continus que les Tigres tamouls verront le jour. Cette organisation qui était au départ une organisation politique finira par devenir une organisation armée à cause notamment de l'escalade de la violence à l'égard des Tamouls. En 1978, la jeunesse tamoule à bout finit par constituer une organisation avec pour but l'autodétermination des Tamouls. Ce sont les Tigres tamouls. L'incendie de la bibliothèque de Jaffna. Un des événements les plus marquants qui a mené les Tamouls à prendre les armes est sans aucun doute
l'incendie de la bibliothèque de Jaffna, la plus grande bibliothèque de l'Asie du Sud-Ouest à cette époque. Dans cette bibliothèque se trouvaient entre autres de nombreux écrits relatant de l'histoire politique du nord de l'île de la culture des Tamouls au sein du pays. Dans la nuit du 1er juin 1981, des paramilitaires ainsi que la police ont entièrement détruit cet édifice avec la complicité du gouvernement de l'époque. À noter que deux ministres, Kamini Tissanayega et Atullah Moudali, ministre de l'Intérieur, ont directement participé aux événements. Le Black July ou le Juillet noir. Les événements du mois de juillet 1983 resteront à jamais gravés dans la mémoire des Tamouls. Entre le 24 juillet et le 30 juillet 1983, des Singhalais vont arbitrairement massacrer des Tamouls partout dans le pays suite aux nombreuses incitations du gouvernement de l'époque. 7 jours de violence inouïe, perpétrée gratuitement sous l'œil du gouvernement de l'époque, qui, comme d'habitude, dans ces moments-là, reste assis à se tourner les pouces. Les Tamouls ont donc assisté impuissants au pillage et à la destruction de leurs commerces, à la destruction de leurs habitations et au meurtre de leurs occupants. Sans parler des prisonniers tamouls qui se sont fait lyncher par leurs homologues singhalais, toujours sous le regard bienveillant des gardiens de prison singhalais. Ces événements ont eu pour conséquence directe une fuite massive des Tamouls vers l'étranger et surtout un accroissement du nombre de volontaires pour intégrer les rangs des Tigres tamouls. Après ces événements, les Tigres tamouls ont gagné en popularité auprès de la population tamoule qui voyait en eux un espoir. Et c'est ainsi que jusqu'en 2009, les Tigres tamouls vont prendre les armes et combattre le gouvernement qui massacrait ouvertement les populations civiles tamoules. À aucun moment, le but de la rébellion a été d'attaquer les civils singhalais et ces derniers ont été largement épargnés de cette guerre qui a duré 3 décennies. L'idée finalement, c'est de combattre un ennemi à la loyale et de ne pas massacrer des innocents qui n'ont pas d'armes pour se défendre, n'est-ce pas? Durant cette période, les Tigres tamouls vont monter en puissance et se développer de plus en plus. C'est ainsi que cette organisation sera la seule du XXe siècle à disposer d'une faction marine aérienne et de services secrets. Par ailleurs, grâce au soutien massif de la population tamoule sur l'île et de la diaspora tamoule à l'étranger, l'organisation est devenue la seule légitime à représenter et à défendre la cause tamoule. En 2000, la bataille d'Anahiravu a été décisive quant à la suite des événements. Pour se restituer dans le contexte, les Tigres tamouls parviennent en 2000 à récupérer la ville de Anahiravu. Par peur de voir la rébellion s'emparer de Jaffna, les autorités sri-lankaises vont demander à l'appui de la communauté internationale un cessez-le-feu. Les Tigres tamouls vont accepter de jouer le jeu et vont signer ce cessez-le-feu. À partir de là, les négociations pour un traité de paix débutent. Mais en 2005, la situation va se dégrader. Les Tamouls ont fait confiance au candidat Mahinda Rajapakse, qui leur avait promis une reconnaissance de leur situation. Et c'est ainsi qu'en 2005, Rajapakse est élu président. Ce dernier, une fois élu, va littéralement poignarder les Tamouls dans le dos en éliminant dans un premier temps les intellectuels tamouls, un à un par le biais de milices. On peut citer l'exemple du journaliste Joseph Pararajasingam qui sera assassiné en pleine messe de Noël en 2005. Peu à peu, le cessez-le-feu n'est plus respecté et en 2006, l'armée sri-lankaise entame une reprise des territoires tamouls en débutant par Muttur et en terminant par Vagarai. Près de 26 000 civils décéderont à cette occasion. Tout cela sous le regard bienveillant de la communauté internationale. En utilisant ses liens diplomatiques avec l'Inde, la Chine et le Pakistan, le gouvernement reprend le conflit armé. L'Inde et la Chine seront d'ailleurs les principaux fournisseurs d'armes du Sri Lanka, notamment des armes chimiques. Au cours des derniers mois de la guerre, le gouvernement va multiplier les violations aux droits de l'homme et commettre de véritables crimes de guerre à l'encontre des Tamouls. Usage de bombes chimiques, viols, meurtres, etc. Je vais vous mettre dans la barre de description tous les liens nécessaires et notamment les documents qui prouvent l'existence de ces crimes de guerre. Je vous invite notamment à voir le documentaire No Fire Zone qui a été monté à partir d'images de téléphones portables notamment et où l'on voit clairement les atrocités qui ont été commises par l'armée sri-lankaise à l'encontre des populations tamoules durant les dernières phases de la guerre. Ce qui est frappant au visionnage, c'est de voir la froideur et le manque total d'humanité de ces criminels. On ne peut pas les nommer autrement. Ces criminels qui s'en prennent sans la moindre gêne à des femmes, des enfants et des hommes avec une volonté claire de faire souffrir et d'humilier.
Malgré toutes les révélations, le peuple singalais semble être totalement hermétique à la situation des Tamouls, ce qui est d'autant plus incompréhensible que lors du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, le peuple singalais avait massivement affiché leur soutien sur les réseaux sociaux. Dans l'ouvrage de Francis Harrison, Still Counting the Dead, on a le témoignage d'un médecin tamoul qui exerçait sur place et qui me paraît assez édifiant. Donc je cite. Chaque fois qu'un hôpital de fortune a été déplacé pour échapper au bombardement, le médecin peignait une grande croix rouge sur le toit. Par sécurité, les administrateurs du service de santé transmettaient aussi les coordonnées des nouveaux hôpitaux à la Croix-Rouge, pour qu'elle puisse les transmettre à l'armée. Ils pensaient que ça les protégerait. Chaque fois, les hôpitaux étaient attaqués. Ils en tirèrent une leçon. 5 hôpitaux plus petits subsistaient, sans Croix-Rouge peinte sur le toit, et dont ils ne communiquèrent jamais l'emplacement à l'armée ou à la Croix-Rouge. Aucun de ces 5 bâtiments n'a jamais été bombardé. D'après les chiffres de l'ONU, entre le 20 janvier et le 31 mars 2009, 70% des morts civiles ont eu lieu dans la zone de cessez-le-feu. Je répète au cas où. Entre janvier et mars 2009, 78% des morts civiles ont eu lieu dans la zone de cessez-le-feu. Le rôle de l'ONU et du secrétaire général de l'époque, Ban Ki-moon, dans ces événements nous incite clairement à nous interroger. On peut, au vu de ces témoignages, se demander pourquoi l'ONU a décidé de sortir des zones rebelles en retirant toutes ses missions, dont la Croix-Rouge internationale et le Haut-Commissariat aux réfugiés. Dès 2008, au lieu d'y rester pour sauver les civils qui s'y trouvaient. D'ailleurs, après la fin de la guerre, l'ONU va carrément aller jusqu'à féliciter le gouvernement pour sa victoire sur les tigres tamouls. Les défenseurs des droits humains accusent les forces sri-lankaises d'avoir mené une répression sanglante contre la population tamoule, en tuant au moins 140 000 civils. Alors, toutes ces atrocités sont niées en bloc par la famille Rajapakse, qui était au pouvoir de 2005 à 2015 et qui est revenue depuis les élections de 2019. Pour l'actuel président Gotabaya Rajapakse, qui était secrétaire de la défense de l'époque, les militaires n'ont rien fait de mal et il n'y a aucune excuse à présenter à la population. Depuis la fin de la guerre, le gouvernement sri-lankais maintient ses soldats dans le nord et l'est de l'île. 16 des 18 divisions de l'armée sri-lankaise sont stationnées dans les zones tamoules du nord, d'après les chiffres de l'ONG Sri Lanka Campaign. Leur rôle est assez clair, intimider les Tamouls. Ces derniers vivent donc dans un environnement militarisé avec des menaces et des intimidations permanentes. Les familles des disparus luttent sans relâche depuis 2009 pour connaître le sort de leurs proches, mais aucune explication ne leur est donnée. Depuis 2017, les familles des disparus multiplient les actions telles que les grèves de la faim afin qu'une réponse leur soit donnée en vain. On assiste également à une assimilation forcée des populations tamoules à la culture singalaise. Les zones qui ont été reprises aux tigres tamouls sont colonisées par des familles singalaises, des temples hindous sont détruits, les noms des rues et des magasins changent. D'après Francis Harrison, un groupe de médecins britanniques lui a décrit le cas de 31 demandeurs d'asile tamouls. Marqués sur le dos avec des tiges métalliques brûlantes ou encore la détresse de jeunes filles tamoules suicidaires qui ont été violées, battues durant plusieurs semaines dans des postes de police qui ont été nourris avec de la nourriture mélangée à des excréments. Bref, en plus de toutes ces violations, s'ajoute la persécution de tous ceux qui souhaitent dénoncer ces atteintes. Selon Patrick Wilder, responsable de campagne Sri Lanka à la section suisse d'Amnesty International, les journalistes indépendants, les défenseurs et défenseuses des droits humains et les opposants sont systématiquement persécutés, tout comme les témoins de violations des droits humains ou de crimes de guerre. En conclusion, il n'y a aucun doute quant à l'existence d'un génocide à l'encontre des Tamouls au Sri Lanka. Au travers des multiples exactions commises contre les Tamouls et seulement contre les Tamouls, l'idée d'une extermination de cette population est plus que claire. En anéantissant la rébellion tamoule, la communauté internationale espérait résoudre le conflit tamoul-singalais qui durait depuis des décennies. Les chamailleries entre puissances étrangères au sein du pays ont eu raison de la situation économique. Reçues en grande pompe après 2009 par le gouvernement sri-lankais, des puissances telles que la Chine et l'Inde ont largement contribué à la mise sous tutelle du pays, conduisant celui-ci à la faillite. Nous assistons actuellement à une contestation inédite du pouvoir de la part d'une partie des Singalais. Singalais qui en 2009 avaient acclamé ces mêmes protagonistes. Mais cette contestation ne prend en compte ni la situation actuelle de la population des Tamouls ni son devenir. On a finalement l'impression que l'histoire se répète,
puisque cette situation n'est pas sans rappeler celle de la fin des années 70 qui aboutira à la création des Tigres tamouls.